Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver cette semaine avec un nouvel épisode. Alors c'est un épisode où on va découvrir une contrée encore jamais explorée dans Parents voyageurs. Il s'agit de la Russie. Alors c'est vrai que depuis quelques semaines, la Russie n'est plus vraiment une option pour les familles voyageuses et pour les voyageurs de manière générale, depuis le début du conflit en Ukraine évidemment. Mais là, j'ai discuté avec Catherine et Grégory qui ont passé un mois en janvier, donc avant le début du conflit. Ils y ont passé un mois donc en Russie, dans un pays absolument enneigé, d'ouest en est. Ils ont passé 6 jours dans le transsibérien. Ils ont découvert une culture et une nature époustouflante. Et donc, ils nous partagent ce témoignage d'un voyage hors du commun. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Catherine et Grégory. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Parents Voyageurs pour témoigner un peu de votre expérience, de votre voyage qui a l'air quand même assez foufou de ce que j'en vois pour le moment. Donc, vous allez nous raconter tout ça. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Merci. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, c'est un peu la question traditionnelle du démarrage d'un podcast, est-ce que vous pouvez vous présenter votre famille et puis le projet dont on va parler Oui, bien sûr. Alors, on est une famille de 4. Donc, Catherine, Grégory, Céleste qui a 9 ans et Pénélope qui a 7 ans. Et donc, on vivait aux Émirats Arabes Unis depuis 7 ans, à Abu Dhabi, puis à Dubaï. Et avec Grégory, d'abord, on s'était rencontrés en tour du monde en 2001. Et on est repartis ensemble après s'être mariés 1 an, 13 mois ensemble. On a fait encore un long voyage autour du monde et donc on avait ce projet de repartir en famille ensemble. Et puis là, voyant que les filles avaient 7 et 9 ans, on s'est dit que c'était le bon moment pour partir. Donc on s'est lancé et on a un peu réfléchi aux différents endroits où on voulait aller. Et en fait, on voulait montrer aux filles la diversité du monde, leur montrer des endroits très très différents. Donc on a commencé en décembre en passant rapidement en Arabie Saoudite, puis d'aller en Russie en hiver, donc qui évidemment est une expérience totalement différente de ce qu'elle pouvait vivre aux Émirats. Ouais, j'imagine. Et bon, c'est pour ça, c'est pour cette expérience en Russie en plein hiver là que du coup qu'on a commencé à échanger sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça m'a quand même pas mal interpellée. Et donc, juste si on peut faire un rapide petit retour en arrière donc, sur ce que tu viens de nous dire, sur votre présentation. Donc, vous êtes quand même des globetrotters aguerris, à ce que j'entends. Les précédents tours du monde, du coup, vous aviez fait quoi à peu près comme itinéraire, comme pays? Alors, le premier tour du monde, forcément, il y a 2 itinéraires puisque on s'est croisés. Ouais. Pour ma part, j'étais allé principalement en Amérique latine et en Asie du Sud-Est où j'ai rencontré Catherine, en Birmanie plus précisément. Catherine, elle, avait un programme en tête, mais s'est arrêtée dès la première étape en Asie du Sud-Est justement et a décidé de rester, de prendre le temps et de rentrer en France par le transsibérien. Ah, d'accord. Ok. Ouais, Donc, donc moi, déjà une première rencontre. connu la Russie, voilà, exactement, en transsibérien. J'étais rentrée en fait de Pékin à Moscou via Oulan-Bator en transsibérien et puis après j'étais revenue par l'Europe en France. Donc ça c'était notre premier voyage où là on s'est rencontrés en Birmanie et puis ensuite on est reparti donc en 2007-2008
pour 13 mois ensemble. Là, on est allé vraiment au continent. On a plutôt privilégié les endroits où ni l'un ni l'autre n'étions allés. Donc, on est allé d'abord au Tibet et au Népal. Et puis ensuite, on a passé pas mal de temps en Amérique latine, donc en Brésil, au Chili, en Patagonie, en Argentine, etc. Donc là, plutôt voilà, un voyage qui nous a emmenés dans des contrées qui étaient plus éloignées, puisqu'on a terminé notre voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc il est pour nous un lieu qui nous paraissait vraiment aux antipodes de ce qu'on pouvait vivre au quotidien. Et on avait vraiment ce goût de découvrir des lieux assez différents et avec une forte connotation ethnique. Ouais. Et donc, après ce voyage, vous êtes rentré en France. Et puis, donc, vous êtes reparti aux Émirats arabes unis. Comment ça s'est passé? C'est une expatriation par le travail? Exactement. Entre deux, il y a quand même eu un élément non négligeable qui est la venue de 2 enfants. Ouais. Donc, c'est une aventure en soi. Difficile de le zapper. C'est déjà un projet et une aventure à part entière. Ouais, absolument. Elles sont toutes les deux nées en France? Pardon? Oui, toutes les deux nées Ouais. en France. Mais assez rapidement après la naissance de Pénélope, notre seconde, la plus jeune, Catherine a eu une opportunité professionnelle aux Émirats arabes unis, à Abu Dhabi. Et puis, on s'est dit que c'était l'occasion d'aller voir ce qui s'y passait, de tenter le coup. Et donc, on a dit banco. On est parti comme ça sans trop savoir où on allait, puisque c'est un pays où le droit du travail est assez libre et non engageant. Donc, on a peu de sécurité d'emploi, peu de visibilité en général sur le travail, mais bon, on s'y est bien plu. Et du coup, c'est vrai qu'on y est resté 7 ans, 6 ans à Abu Dhabi, 1 an à Dubaï. Et notre expérience a été positive de plusieurs points de vue, professionnel, qualité de vie, etc. Donc c'était très positif. Mais ce qui a motivé notre départ, c'est plus l'âge de nos enfants, 9 ans et 7 ans, et on s'est dit que c'était probablement, enfin, selon nous, un âge idéal pour partir, assez âgé pour qu'elles en profitent et pas trop pour que ça ne soit pas engageant ou pénalisant d'un point de vue scolaire. Donc, je dirais que c'est le critère principal qui a déclenché notre départ. Ok. Et vous êtes parti là pour combien de temps? Dans le contexte actuel, c'est difficile de faire des plans. Ouais. Depuis 2 ans, on a appris à ne pas tirer de plan sur la comète, compte tenu du fait qu'il faut en permanence changer son fusil d'épaule. Pour autant, on s'est dit qu'on se donnait du temps. On a un scénario privilégié qui nous emmène jusqu'en août 2023. Donc, ça fera un total de 18 à 20 mois si on respecte ça. Mais après, on est assez ouvert, assez libre. Ça peut être moins, ça peut être plus. On verra ce que la manière dont chacun vit le voyage et on saura s'adapter si nécessaire. De toutes les manières, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait ces derniers mois, c'est ce qu'on fait en partant et c'est ce qu'on fera au moins sur les destinations. Oui. Oui, parce que c'est sûr que là, c'est un élément qu'on ne maîtrise pas du tout. Et en effet, tu le disais, depuis 2 ans, le maître mot des voyageurs, c'est l'adaptation. Donc, en effet, sur les destinations, il faudra peut-être rester souple.
Ouais, parce que tu vois, quand on a commencé à préparer le voyage, on s'est dit, ah, alors si on part pour 6 mois, si on part pour un an, si on part pour 18 mois, quel serait notre itinéraire, combien de temps on va rester dans chaque pays, etc. Et en fait, on s'est rendu compte très très vite qu'on ne pouvait pas faire ça. Et déjà, quand on a commencé à planifier notre voyage là au mois de septembre, parce qu'on s'est décidé assez tard en fait pour ce voyage, c'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps de prévoir un véhicule ou des choses comme ça. Il y a des familles qui se préparent des mois et des mois à l'avance, qui ont le temps de construire leur véhicule, d'y réfléchir. Nous, en fait, on a réfléchi au voyage au mois de septembre en se disant, tiens, au fait, c'est peut-être le bon moment pour partir en décembre. Donc, on fait ça assez rapidement. Et on s'est dit, bah, compte tenu du Covid, on ne peut pas avoir une visibilité sur 18 mois. Donc, soyons plus raisonnables. Et déjà, qu'est-ce qu'on veut faire pour les 6 prochains mois? Et c'est là on s'est dit, bah, tiens, aller en Russie en hiver, ça nous plairait vraiment bien. Voilà, à l'origine, on voulait rester peut-être 2 ou 3 mois en Russie. Et en fait, on a eu un visa que pour un mois, Ah, le d'accord. visa touriste. Donc, du coup, en fait, on a pu rester qu'un mois en Russie. Mais on s'est dit, voilà, on va le planifier pour les 6 prochains mois. Et en fait, aussitôt qu'on a planifié en septembre, alors il y a eu une recrudescence de Covid en Russie. Après, on s'est dit, on va aller en Afrique australe ensuite. Et là, il y a eu le variant Omicron. On s'est dit, bah, en fait, même à 6 mois, c'est compliqué de planifier, quoi. Ouais. Donc, du coup, c'est vrai que pour les familles qui partent en voyage maintenant, voilà, faut être assez souple et flexible. Ouais. Donc on va longuement parler de la Russie. Juste avant de rentrer un petit peu là concrètement dans ce voyage, professionnellement, du coup, vous vous êtes libéré de vos attaches? Oui, on a chacun quitté nos jobs respectifs Ok. pour ce voyage. Vendu la maison. Enfin, je ne sais pas si vous étiez propriétaire là-bas ou pas. Non, Enfin, on était locataire en fait aux d'accord. Émirats, donc on a lâché notre maison, on a mis nos meubles dans un garde-meubles à Dubaï. Et puis voilà, on est parti. En fait, on est vraiment parti sans trop préparer ou se prendre la tête avec tout ça. On s'est dit voilà, allez, c'est le bon moment, on y va, on largue les Ok. amarres. Bon, bah, génial. Alors, vous avez voyagé un tout petit peu en Arabie Saoudite, tu nous disais tout à l'heure. Est-ce que c'était un pays que vous connaissiez déjà peut-être un peu, comme ses voisins des Émirats Arabes Unis? Alors, c'est un pays dont on avait beaucoup entendu parler, évidemment, en étant aux Émirats, et qui avait attisé notre curiosité. Ça faisait assez longtemps qu'on avait envie d'y aller. Moi, j'avais vu des livres absolument superbes sur l'Arabie Saoudite, avec des paysages de désert extraordinaires, à la fois des dunes, la mer, etc. Et aussi des vestiges archéologiques à découvrir. Et c'est vrai que c'est un pays qui était totalement fermé, donc en tant que femme, c'était compliqué d'y aller. Et Mm. puis, dans les 2 dernières années, c'est un pays qui a commencé à s'ouvrir, qui a voulu s'ouvrir juste avant le Covid. Et puis, en fait, le Covid a ralenti l'ouverture. Et là, c'est vraiment un pays qui est en train de s'ouvrir au tourisme et qui a vraiment enfin, des lieux assez intéressants à découvrir et en même temps qui est un peu moins. Alors, après, il se passe plein de choses en ce moment en Arabie Saoudite, mais en tout cas, en tant que femme, c'est plus facile de voyager maintenant qu'il y a quelques années. Ouais, ok. Mais est-ce que, enfin, en tant que femme, tu as craint parfois, quand tu étais toujours obligée d'être avec Grégory, tu portais le voile ou, enfin, qu'est-ce qu'il y avait comme Non, alors conséquences nous, on n'est pas concrètes? resté très longtemps. On n'est pas resté très longtemps là en Arabie Saoudite. On est resté quelques jours. Ah oui. Donc on est principalement resté à Aloula. Donc Aloula qui est un site nabatéen, un peu l'équivalent de Petra, mais côté Arabie Saoudite, Mhm. et qu'on voulait découvrir depuis longtemps. Donc en fait, on est surtout parti là-bas et puis il y avait quelques personnes qu'on connaissait sur place.
Donc ça a facilité grandement ce voyage. Et puis, non, j'étais pas, en fait, j'étais voilée et pas voilée, mais en fait, je pouvais ne pas être voilée. Après, on m'a été dans quelques petits villages, donc là, oui, je mettais le voile, mais c'était quand même beaucoup plus souple qu'il y Ouais. a quelques années où c'était vraiment obligatoire et très, très strict. Ok, donc quelques jours en Arabie Saoudite pour découvrir, je dois dire, cette petite merveille. J'encourage tout le monde à aller regarder les images sur votre compte Insta et sur votre chaîne YouTube. Je mettrai les liens hein, dans les notes du podcast parce qu'il y a vraiment des très belles images, des très belles photos. Et c'est vrai que c'est des paysages qu'on ne connaît pas en fait. Donc allez voir, chers auditeurs, parce que vous allez découvrir quelque chose de vraiment magnifique. Et donc, après ces quelques jours, vous vous envolez pour la Russie. Oui, Euh, voilà, on a passé quelques jours à Paris en famille, et puis ensuite on s'est envolé pour la Russie début janvier. et donc, En fait, vous atterrissez à Moscou. pas du tout. On a atterri à Saint-Pétersbourg. Ok. Et donc, comme disait Catherine, on a été limité dans le temps par les contraintes administratives. On a pu avoir un visa uniquement de tourisme du fait qu'on voyageait avec nos 2 enfants. Euh, de manière assez schématique pour la Russie, soit vous prenez un visa de touriste qui dure 1 mois, soit un visa business qui peut durer 3 mois. Mais c'est assez difficile de justifier un visa d'affaires pour des enfants. Oui, Donc, faut par la comprendre. force des choses, on a été limité à 30 jours, ce qui est assez fou pour un pays aussi grand et aussi riche que la Russie. Mais Ouais. en tout cas, voilà, c'est la contrainte à laquelle nous nous sommes heurtés et à laquelle probablement beaucoup de voyageurs se heurteront. Donc, en tout cas, on a profité au maximum, on a utilisé ce visa au maximum en atterrissant à Saint-Pétersbourg et quelque part en faisant un grand trajet, mais en limitant le nombre d'endroits où on s'est posé, entre guillemets, Mm. puisqu'on a été principalement à Saint-Pétersbourg, Moscou. On a pris le transsibérien jusqu'à Vladivostok et on a passé également pas mal de temps. C'est là qu'on a passé le plus de temps en Sibérie, autour du lac Baïkal. Ok. Je trouve que c'est un voyage assez fou. Juste sur le visa, il n'y a pas moyen de tricher un peu en sortant du pays un jour ou deux et en re-rentrant et pour revalider 30 jours? Ça doit être Si, possible. si, je pense que ça va être possible de ressortir et de reprendre un deuxième visa touriste, Ouais. en sortir par la Finlande et en re-rentrant, parce qu'en fait, Saint-Pétersbourg, c'est assez près d'Helsinki. Mm. Donc on prend un train et puis on revient Nous, on a été sur la assez Russie. limité puisqu'on a commencé par cette partie occidentale de la Russie. Et finalement, si on avait dû sortir et rentrer, ça aurait été plutôt sur la partie orientale, vers Vladivostok ou à Irkoutsk. Ce qui, en tout cas, fin janvier, début février, posait problème puisque, en raison de la situation sanitaire à l'époque et pas de la situation géopolitique, Mm. la plupart des frontières étaient fermées en Asie. La La Mongolie Chine, était la Mongolie fermée, fermée, la Chine fermée, le Japon fermé, la Corée du Sud avec une quarantaine de 15 jours. Donc, bon, ça, en tout cas, en ce qui nous concerne, ça a limité nos options. Maintenant, euh, il est très certainement possible de trouver des solutions de contournement. Euh, mais bon, depuis, depuis que nous y sommes allés et depuis qu'on est rentré, il y a évidemment le contexte géopolitique qui complexifie aussi la possibilité, je pense, d'aller en Russie euh, de manière sereine et sans se préoccuper de la durée de visa ou de la légalité de son séjour dans le pays. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, d'ailleurs, je pense que
très vite après le début du conflit en Ukraine, les autorités françaises ont demandé à leurs ressortissants, enfin, ceux qui n'avaient pas d'obligation de rester dans le pays, de quitter la Russie. Donc, en effet, en tant que touriste, Exactement. vous auriez été très fortement encouragé à quitter le pays, quoi qu'il arrive. Du coup, vous n'avez pas été, entre guillemets, embêté par cette situation géopolitique. Enfin, Non, nous, non, puisqu'en fait, on a quitté la Russie au début du mois de février. ah oui, ok. Donc, voilà, avant les événements. Cela dit, les événements, on les avait fortement sentis venir quand on a pris le transsibérien. On voyait en sens inverse beaucoup de transports de chars blindés Ah ouais, qui venaient donc de l'Est de la Russie et qui partaient en direction de l'Ukraine. d'accord. Donc, Au-delà de ça, on n'a pas été spécialement embêtés, si ce n'est quelques tracasseries liées au coronavirus et à la réciprocité de la reconnaissance des vaccins locaux. Dans la mesure où le vaccin Sputnik n'est pas reconnu par l'Union européenne, les vaccins occidentaux ou traditionnels, ceux qu'on peut avoir en France notamment, Pfizer ou ce genre de choses, ne sont pas reconnus forcément en Russie. Et donc, on a été quand même à 2-3 moments empêchés, où on a eu des complications pour visiter certains sites ou certains musées parce que nous n'avions pas le bon vaccin. D'accord. Et comment ça se règle, ce genre de problème? Vous abandonnez la visite ou, Non, avec un sourire, et puis en essayant, en faisant euh, prendre aux enfants une tête de statue, enfin, voilà, en comptant sur la bonne fortune et notre ténacité ou en trouvant un labo pour aller faire un test PCR. Voilà. Oui, aussi. aussi. Oui, parce que c'est moche d'instrumentaliser ses enfants. Je- On ne cautionne pas ça du tout. Non, pas du tout. Et c'est très efficace. Ouais. Alors, vous nous avez dit en préambule que vous vouliez visiter la Russie, particulièrement en hiver. Et alors, moi, j'ai une seule question. Je porte actuellement 2 pulls et j'ai un gros foulard. Je suis chez moi et j'ai froid. Pourquoi vous vouliez ça? Mais pour une raison assez simple, en fait, c'est que dans notre imaginaire, la Russie, on l'imaginait avec de la neige. Et que on voulait vivre la Russie euh, avec ce qu'elle a de plus pittoresque, de plus hors du commun, de plus exceptionnel. Et on a pensé que c'était certainement en hiver euh, qu'on trouverait ça. Et en l'occurrence, après y avoir été, c'est ce qu'on... Voilà, on est ravis de notre choix et je ne suis pas certain qu'on aurait autant apprécié notre voyage à une autre saison. Oui, disons que ça fait partie de l'expérience russe. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, Et de voir la vie l'hiver là-bas en Russie, comment est-ce que les gens vivent quand il fait -25, comment ça se passe dans le transsibérien quand tout est blanc dehors et quand on voit, parce qu'en fait la température est affichée dans le train et quand on voit -25, -30, -35, comment se passe la vie à l'intérieur, comment ça se passe à l'extérieur, enfin voilà, ça nous fascinait assez. Je pense qu'on a dû voir les films du style Michel Strogoff, Anna Karénine, ouais. etc. Petits, et donc ils nous ont marqués. Et puis moi j'avais donc fait le trajet dans l'autre sens euh, au mois d'avril. Et donc j'étais partie donc, de Mongolie qui était sous la neige. J'avais longé le lac Baïkal qui était gelé. Donc, il y avait les pêcheurs qui avaient fait un trou dans la glace et qui pêchaient là, sur le lac.
Et puis après, petit à petit, c'était le printemps en arrivant à Moscou. Et donc, j'avais trouvé ça absolument fantastique de longer le lac Baïkal gelé. Mm. Et donc, j'ai envie de faire découvrir ça à Greg et aux filles. Ouais. Et comment vous avez fait au niveau de l'équipement contre le froid? Parce que bon, c'est bien joli, -25, -30, mais ça caille et vous ne restez pas à l'intérieur tout le temps. Donc, est-ce que déjà, vous avez trouvé de quoi vous habiller chaudement depuis votre départ aux Émirats Arabes Unis, ou plutôt vous êtes équipé à Paris Ça a ou été un directement là-bas? questionnement pour nous. C'est un point crucial. C'est un point crucial et ça conditionne très largement la qualité du voyage Ouais. et à quel point on va pouvoir profiter de l'expérience. Ouais. Alors, deux éléments. Pour rebondir sur ce que tu disais, en Russie, en hiver, à l'intérieur, tu n'aurais certainement pas de pull, mais tu seras en t-shirt et il fait en moyenne 25-26 degrés dans tous les intérieurs. Ça, Ah ouais. mais comme tu le mentionnais à juste titre, le but du jeu, c'est quand même de pouvoir sortir, de visiter, ne serait-ce que pour se déplacer, aller voir des sites culturels, mais il y a également beaucoup de sites naturels, donc on reste dehors. Et c'est vrai que c'est un point très important. Pour notre part, on s'était bien renseigné parce qu'on a des amis qui ont habité en Russie pendant pas mal d'années, qui nous avaient donné des indications assez précises sur l'équipement à acheter et à avoir avec nous. Et puis, il y a également une chose qui nous a vite mis dans le bain, c'est qu'en fait, ma valise a été perdue sur le premier vol. Donc notre vol pour Saint-Pétersbourg. Paris. Et j'avais décidé, en l'occurrence, on avait un vol de nuit assez complexe, j'avais décidé de voyager léger et j'étais voilà, je ne sais pas s'il faut dire en jogging ou en pyjama, mais en tout cas, j'étais vêtu de manière assez légère. Et donc, arriver à Saint-Pétersbourg par -15, -20, en pyjama, c'est pas évident. Et donc, on a été contraint de s'équiper assez vite, ce qui tombait bien puisque de toutes les manières, nous, on n'avait pas, voilà, on avait des doudounes, mais j'ai envie de dire qui tiennent une météo parisienne, voire montagnarde de temps en temps pour les sports d'hiver, mais on est très loin de -20, -25, -30 qu'on peut affronter en Russie, notamment en Sibérie. Donc on savait de toutes les manières qu'il faudrait qu'on s'équipe sur place. Nous, c'est le choix qu'on avait fait parce qu'on s'est dit qu'acheter du matériel russe, ce serait probablement adapté au climat de la Russie. Et puis, en l'occurrence, c'est également bien moins cher que tout ce qu'on peut trouver en France. Ouais. On divise les prix par 2, 3. Donc, ça, voilà. Non, ça mais du coup, ce qu'on a acheté là-bas en arrivant, c'est des espèces de canadiennes avec la capuche, la fourrure, et puis de la fourrée en duvet d'oie, très épais, très dense, et avec un revêtement qui protège du vent. Et en fait, avec ça, on n'a pas du tout eu froid. Et puis, c'est vrai qu'on a quand même passé beaucoup, beaucoup de temps dehors. On s'est beaucoup baladé à Saint-Pétersbourg, à Moscou, au bord du lac Baïkal. Et avec une parka comme ça, comme les parkas canadiennes, type Canada Goose, ben ça, vraiment, c'est totalement adapté. Voilà. Après, il faut avoir les bonnes chaussures aussi, Ouais. des bonnes de neige. Donc, quand il faisait vraiment très froid, on mettait des chaufferettes, des bons gants de ski, toujours un bonnet. Les filles, on leur mettait une cagoule. Et puis, en fait, en fonction de la température, s'il faisait -12, on mettait un pull. S'il faisait -20, on mettait 2 petites polaires. Et puis, s'il faisait -30, on rajoutait encore une troisième polaire.
Voilà, en fait, il rajoute des couches. Ouais. Et avec ça, franchement, on n'a pas souffert du froid. Le plus difficile, ça a été de prendre les photos. Les photos qu'on voit sur notre compte Instagram ont été prises franchement à nos risques et périls. À chaque fois, c'était difficile d'enlever les gants, prendre la photo, vite remettre les gants. Ouais. Voilà. Mais sinon, sinon, vraiment, en étant bien équipé, il y a aucun problème. On peut vraiment y aller tranquillement. C'est effectivement la bonne surprise. On savait qu'il faudrait qu'on s'équipe pour ne pas avoir froid, mais on ne s'attendait pas forcément à avoir un certain confort à l'extérieur. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec ces équipements-là, finalement, on se sent bien, on est enveloppé comme dans un duvet, on n'a pas froid du tout. Et les Russes ne sont pas masochistes, hein. Quand ils sortent, ils n'aiment pas le froid, ils n'ont pas envie d'avoir froid. Ils sont comme nous et donc en fait, ils ont voilà, trouvé des solutions pour être à l'extérieur pendant pas mal d'heures sans souffrir outre mesure du froid. Et puis, on avait le pantalon de ski pour dehors. Donc, les filles. Donc, on était tous en pantalon de ski. En fait, on a passé quasiment un mois en pantalon de ski. Voilà. Mais en fait, les Russes s'habillaient comme ça aussi. Donc, on s'est dit que c'est le bon équipement et ça nous a vraiment permis d'en profiter. Ok, bon bah cool, ouais, c'est sûr que l'équipement contre le froid, c'est, je pense en effet, la base pour, comme vous avez dit, ensuite pouvoir en profiter tranquillement, quoi. Ouais. Ce qui est vraiment clé pour s'il y en a qui se posent des questions, il faut effectivement une parka coupe-vent et avec des indices de protection contre le froid qui sont assez élevés. La fourrure autour de la capuche est aussi assez importante parce que contrairement à ce qu'on croit, elle ne protège pas, enfin, elle n'apporte pas de chaleur en tant que telle, mais elle dévie le vent et le courant d'air qui pourrait vous rafraîchir le visage. Les chaufferettes également sont importantes et les bottes aussi, avec des semelles épaisses. Voilà, c'est l'équipement et les grosses parfait chaussettes en laine. Voilà. du bon sibérien. Ok. Enfin voilà, donc nous, ça nous a fait beaucoup réfléchir cet équipement. Et finalement, on est parti bien équipé et on a pu en profiter à fond. Donc il ne faut pas se dire qu'on peut, il faut se dire qu'il faut y aller. On peut y aller en étant bien équipé et Ouais. on va pouvoir profiter de l'extérieur sans problème. Ouais, ouais. Et donc, alors, une fois qu'on est bien équipé, qu'est-ce qu'il y a à voir, à visiter en Russie? Enfin, aussi bien, enfin, vous pouvez commencer par où vous voulez, plutôt côté ouest ou sur la route du Transsibérien, je sais pas, ou à l'est. Enfin, qu'est-ce que vous avez retenu? Et qu'est-ce que les filles aussi ont retenu comme visite? Alors, nous, on a été extrêmement agréablement surpris. On a trouvé qu'en fait, en Russie, il y avait un compromis nature, culture, dépaysement, accessibilité du fait du coût de la vie qui était très intéressant. On sait que les destinations nordiques sont extrêmement à la mode. C'est vrai que quand on y va, on est très vite dépaysé, mais on sait aussi que la Laponie, c'est hors de prix. Ouais. On a eu le sentiment, aux environs de Saint-Pétersbourg, par exemple, de parfois se retrouver dans des régions à peu près similaires, mais avec un environnement culturel incomparable. Saint-Pétersbourg, c'est magnifique. Il y a énormément de musées. Le musée de l'Ermitage n'a pas grand-chose à envier au Louvre, ouais, par exemple. Il y a des palais, il y a des ballets, il y a des théâtres, il y a énormément d'activités culturelles. Et donc, en fait, on a trouvé que c'était quand même un mix extrêmement attractif, puisque
vous pouvez partir le matin, vous balader dans une forêt enneigée, tomber, aller prendre un petit café dans un palais et aller voir un ballet au Théâtre Mariinsky le soir. Voilà. Et ça, je ne sais pas s'il y a énormément d'endroits dans le monde qui proposent ce mix-là avec un dépaysement total, des forêts recouvertes de neige, des canaux ou des rivières complètement gelées qu'on traverse à pied. Voilà. Et tout ça à Noël, puisqu'on était, donc on a eu Noël à Paris et donc on était en janvier à Saint-Pétersbourg et juste au moment du Noël orthodoxe. Donc là, on est reparti avec Noël, les marchés de Noël, etc. Et donc, pour les filles, c'était fantastique de se retrouver à nouveau dans cette ambiance de Noël. Et puis, les palais autour de Saint-Pétersbourg qui sont absolument féeriques. Donc là, avec des enfants, on peut à la fois visiter le palais et le jardin du palais, où là, les enfants peuvent jouer dans la neige, faire des batailles de boules de neige et vraiment se promener pendant des heures. Et ça, on le voit sur notre compte Instagram, sur les petites vidéos autour de Saint-Pétersbourg. Et vraiment, les filles en ont profité énormément. Ça, c'est un point. Après, ce qui nous a évidemment bluffé, et c'est difficile de rester insensible à ça, c'est le côté un peu lunaire ou exceptionnel de la Sibérie et de paysages comme ceux du lac Baïkal ou même de Vladivostok. Vous arrivez, la mer est complètement gelée, ou le lac sur le lac Baïkal est complètement gelé également. Personnellement, moi, c'est quelque chose que j'avais jamais vu et on se sent tout de suite dans des régions extrêmes. C'est l'extrême orient russe, mais on pourrait penser à des régions polaires, en Arctique ou en Antarctique. Les bateaux sont complètement pris par les glaces. Les gens mettent les patins et patinent sur la mer gelée, ou voire prennent leur voiture et roulent sur la glace. Sur la glace. Ouais. Wow. Donc c'est quand même assez, c'est pas courant. Je sais pas si dans dans la vie de tous les jours on voit ça. Non, mais même en voyage, je veux dire, on part souvent dans des destinations exotiques. Il y a des paysages ou des sites ou des expériences humaines qui sont parfois extraordinaires, mais j'ai envie de dire qu'on peut, pour prendre des paysages, par exemple, de montagne, on peut en trouver dans différentes régions du monde. Des plages également. Des voitures qui vous emmènent, un taxi qui vous fait traverser le fjord sur la glace ou aller patiner sur une route gelée. Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément d'endroits où on peut expérimenter ça. Oui, en effet, c'est pas très fréquent. Et d'un point de vue relationnel, accueil de la part des Russes envers les touristes, est-ce que vous avez réussi à nouer quelques contacts, peut-être dans le transsibérien? Alors, on a eu quand même un problème dans ce voyage, c'est la communication, puisque on a rencontré très très peu de personnes qui parlaient anglais. Ah oui. Comme nous ne parlions pas russe, ça c'était notre gros handicap, ça a quand même limité une communication. On a rencontré quelques personnes qui parlaient anglais, mais finalement assez peu sur le voyage. Donc ça a été un de nos regrets, de ne pas avoir pu davantage communiquer et échanger de manière fine, en fait, avec la population. Et ça, c'était vraiment dommage. On a rencontré quelques personnes dans le transsibérien, une personne qui parlait anglais qui était prof d'anglais, donc avec qui on a pu un petit peu échanger.
Mais sinon, malheureusement, c'était assez rare. Donc, évidemment, les conversations faites par l'intermédiaire de Google Translate, c'est très, très limité. Donc, ça nous a un peu frustrés, pour être honnête. Donc, je pense que les russophones pourraient encore mieux profiter du voyage et de cette dimension interpersonnelle que nous l'avons fait, en fait, malheureusement. Après, les gens sont adorables. Malgré la barrière de la langue, il y a toujours des échanges qui passent avec les regards, les mains. On finit toujours par se comprendre sur des choses simples. Et puis, ce que la barrière que la langue met, les gens arrivent à le compenser avec leur gentillesse. Mais c'est vrai que passer cet accueil et cette gentillesse, nous, on a envie peut-être de pouvoir échanger, enfin, on avait envie de pouvoir échanger un peu plus profondément sur ce que les gens vivaient, comment ils percevaient leur pays, le monde, etc. Et c'est certain que c'est compliqué quand personne ne parle anglais. Enfin, moi, j'estime sur notre séjour que il y a à peu près 1 à 2% des gens qui parlent un anglais correct qui peut soutenir une conversation. Donc, ça limite. La technologie a énormément progressé et maintenant, c'est extraordinaire. Hein. On a des traductions en temps réel, aussi bien des écrits que de l'oral. Enfin, ça reste quand même toujours avec un intermédiaire et donc ça pose problème. Mais en tout cas, on a été extrêmement bien accueillis. Les gens étaient toujours là pour nous aider, à nous donner des conseils, des petits trucs. Ah, si, surtout n'hésitez pas à nous appeler si vous avez une difficulté, etc. Enfin, vraiment très, très accueillant. Ouais. Donc, ça, on l'a ressenti tout au long de notre voyage. Ok. Et donc le transsibérien, donc vous avez fait Moscou, Vladivostok. Alors moi, le transsibérien, c'est quand même quelque chose qui me fascine depuis très longtemps. Vous allez peut-être achever de me convaincre qu'il faut en faire un bout. Donc, c'est pas le trajet en entier, puisque déjà, il va en Mongolie et je pense jusqu'en Chine. Donc, vous avez passé combien de temps à bord de ce train? Alors, en fait, Floriane, il y a plusieurs lignes du transsibérien. Ah oui, c'est vrai. Donc, il y a ce qu'on appelle le transsibérien. En fait, le transsibérien, c'est ce train qui part de Saint-Pétersbourg, Moscou, et qui va jusqu'à en gros jusqu'au Pacifique, quoi. Et en fait, il y a plusieurs lignes. Et donc, il y a une ligne qui s'appelle le transsibérien, qui est le Moscou-Vladivostok. Ouais. Donc ça, c'est celui qu'on a fait nous, qui dure 6 jours. On a fait un peu plus, entre 6 et 7 jours. Entre 6 et 7 jours. Et vous avez aussi, donc tu as le trans-mongolien qui va jusqu'à Pékin en passant par la Mongolie, par Oulan-Bator. Il y a le trans-mandchourien aussi qui traverse puis qui descend vers la Chine, puis la Baïkal-Amour qui passe plus au nord, là encore. Et donc, en fait, quand on parle de transsibérien, on parle de plusieurs choses. Et il y a la ligne principale, c'est le Moscou-Vladivostok. Donc ça, c'est celle qu'on a fait. À Pékin, c'est le trans-mongolien. Ok. Et quand vous dites c'est entre 6 et 7 jours, c'est parce que ça fait 6 jours et quelques ou c'est parce que c'est variable là? Non, les deux en fait. C'est parce que nous, on a pris le plus rapide parce qu'on n'était pas certain que ça passerait, notamment avec les enfants. Donc, on a choisi de prendre le train le plus rapide qui fait effectivement 6 jours et demi. Mais il y a plusieurs types de trains, numéros de train. Je ne suis pas assez expert pour savoir, pour connaître toutes les subtilités. Mais en tout cas, il y en a qui durent un petit peu plus longtemps. On va dire de manière schématique, sans s'arrêter.
ça dure entre 6 jours et demi et 8 jours. Après, on peut choisir de faire des stops et forcément, ça change les calculs. Et nous, on avait fait le choix de faire le trajet d'une traite, sans nous arrêter pour vraiment vivre la vie du train. Et on savait qu'après, on allait retourner à Irkoutsk, donc on allait pouvoir découvrir le centre de la Russie, mais de vraiment voir ce que ça faisait en famille de passer 6 jours dans un train. Comment est-ce que l'on allait le vivre, quel rythme on allait pouvoir trouver. Et donc, qu'est-ce que ça fait de passer 6 jours dans un train à 4? On ne s'est pas entre dévoré, donc ça reste positif. Non, ça passe vite en fait. Ça passe vite. Ça passe beaucoup plus vite qu'on croit. Bon, en plus, avec des enfants, nous, on fait le CNED avec les filles. Donc, en fait, on avait déjà 2 à 3 heures par jour qui étaient occupées avec le CNED. Donc, en fait, voilà, on se réveille le matin, on prend son petit-déj, et puis on allait au wagon-restaurant faire un peu le CNED, on faisait un jeu l'après-midi, on discutait un peu avec les uns les autres, et puis voilà, c'était déjà le soir, le moment de se coucher, on regardait un petit film, et puis voilà, on allait se coucher, et c'était reparti. Ouais. Et donc, vous naviguez de voiture en voiture, donc en fait, vous aviez une cabine pour vous 4 pour dormir? Il y a 3 possibilités. Soit il y a la 3e classe où tout le monde a une couchette, mais il n'y a aucune séparation. Et il y a la 2e classe qui propose des compartiments de 4 couchettes. Nous, c'est le choix qu'on a fait parce qu'on était avec les enfants, parce qu'on avait cet objectif d'école à distance et qu'on a jugé que ce serait probablement plus facile pour garder les enfants un peu focalisés sur leur travail. Et puis, je crois qu'il y a une première classe où il y a 1 ou 2 couchettes par compartiment. En plus de ça, il y a un wagon-restaurant. Et donc, voilà, il y a plusieurs possibilités. Et effectivement, on navigue assez facilement de wagon en wagon, au gré des rencontres, au gré des amitiés, des liens qui se forgent. Mais évidemment, on ne reste pas uniquement dans le train, il y a quand même des arrêts. Une cinquantaine d'arrêts sur le trajet. Peut-être une dizaine, une quinzaine par jour ou par nuit. Et puis certains qui durent quelques minutes uniquement, d'autres qui vont jusqu'à 1 heure. Donc ça permet de se dégourdir les jambes, d'aller voir un peu ce qui se passe, jamais trop loin. Ça, on dépasse rarement quelques centaines de mètres au-delà du parvis de la gare, mais il y a quand même toute une vie qui se forme autour de cet axe majeur pour la Russie, autour des gares. Et voilà, c'est toujours un attrait, on a toujours découvert quelque chose en descendant du wagon et en allant explorer les gares et les alentours malgré le froid. Ouais, et puis on peut acheter, il y a des petits vendeurs sur les quais, donc on peut acheter des petits chaussons, du pain, du poisson séché, du poisson, enfin, donc c'est vrai que ça crée des animations. Et chaque arrêt, surtout les grands arrêts, les arrêts longs, deviennent un peu des jalons tout au long du parcours. Ah bah tiens, alors dans 3 heures, on arrive à Ulan-Ude, on va descendre. Enfin voilà, donc il y a de l'excitation autour de ça, les gens se préparent. Et ça rythme vraiment le voyage. Et puis après, il y a 7 fuseaux horaires, hein, on change d'heure 7 fois pendant le voyage, donc parfois on ne sait plus trop quelle heure il est. On se dit on va arriver dans 3 heures à Ulan-Ude. Ah bah non, en fait on y est déjà parce qu'on a raté le fait qu'on a déjà changé 2 fois d'heure. Ça, voilà, c'est assez cocasse.
Et en termes de paysage, est-ce que ça évolue beaucoup, du coup, sur tout au long de ce pays-continent, quoi? Pas tant que ça. Bah, déjà, il y a une chose, c'est que, en tout cas, nous, de la première minute jusqu'à la dernière, on a été systématiquement dans un paysage enneigé. Je Ouais, pense que en janvier, la Russie, du nord au sud, de l'ouest à l'est, est intégralement recouverte d'un manteau neigeux. Ça, c'est le premier point. Ensuite, bien sûr, bah, il y a de la forêt, il y a beaucoup de taïgas, mais il y a des plaines, on traverse des rivières. C'est difficile de dire que c'est varié, mais en même temps, je ne peux pas dire non plus qu'on se soit ennuyé ou qu'on ait trouvé que ça se ressemblait systématiquement. On alterne entre paysages de nature et, euh, et paysages urbains, même si le terme est un petit peu exagéré. On traverse énormément de villages euh, le long de la voie. En fait, ça a été un axe de développement majeur. La conquête de la Sibérie s'est faite avec cet axe ferré. Et donc, il y a vraiment enfin, on peut pas dire qu'il y a des montagnes, il y a des plaines, il y a la nature, des villages qu'on traverse. Et du coup, en tout cas, en 6 jours, nous, on n'a pas eu le temps de voir le temps passer et on ne s'est pas ennuyé une seconde. ouais. Et vos filles, qu'est-ce qu'elles en ont pensé? Elles ont adoré. Ouais, elles ont vraiment bien aimé le train. Donc déjà, elles étaient une qui adorait les trains. Donc le fait de passer dans un train beaucoup, beaucoup plu. Et puis, ouais, elles sont vraiment rentrées dans le rythme du train. Elles étaient vraiment très à l'aise. Ça Ah, leur a, ça génial. leur a beaucoup plu, le train. Ouais, je pense qu'avec en famille, avec des enfants, c'est vraiment un bon concept parce que ça permet d'être ensemble. Et puis en même temps, il se passe tellement de choses à l'intérieur, à l'extérieur. On peut avoir des moments calmes où on écoute de la musique ou alors on regarde ce qui se passe à l'extérieur. On peut lire, on peut passer des moments ensemble, des moments chacun en train de lire. Enfin, je trouve que c'est un bon rythme. Il n'y a pas vraiment de connexion Internet à part dans les gares. On est en mode déconnecté. Donc, c'est vraiment un voyage au long cours qui permet de prendre le temps, de regarder et de vivre doucement, un rythme un petit peu hors de ce qu'on peut connaître au quotidien, je dirais. Ouais, Donc, je trouve que ça vaut vraiment le coup de faire ça en famille, même pour 6 jours. ouais, ouais. Ou alors en s'arrêtant, ça peut être sympa aussi de s'arrêter tout au long du voyage. C'est pas le choix qu'on a fait, mais ça doit être chouette aussi. Ok, bon, bah, super, c'est une expérience assez fantastique, je trouve. Et quand on arrive donc au bout du bout, à Vladivostok, il y a quoi? C'est comment Vladivostok? Bah, c'est le bout. C'est vraiment ça, le bout du bout. Euh, il y a, enfin, il y a une baie le site est assez incroyable, hein. La baie est très bien protégée, mais voilà, avec plusieurs îles, des ponts qui relient les différentes collines ou îles du site. Mais surtout, voilà, nous, ce qui nous a vraiment sauté au visage, c'est euh, la mer complètement gelée, complètement Ouais, prise, Le Pacifique, je le l'ai. Pacifique figé, complètement figé. Donc, dans ce contexte-là, on a vraiment ressenti qu'on était effectivement au bout du bout. ouais. Et du coup, là, enfin, est-ce que
Est-ce que vous trouvez facilement un hôtel, je ne sais pas, des choses à faire ou il faut... Oui. Alors, Oui. on avait réservé un Airbnb pour rester 3 nuits à Vladivostok avant de repartir pour Irkoutsk. Et voilà. Et puis, alors, enfin, les Airbnb en Russie, c'est pas très cher. Enfin, ils sont hyper propres, très confortables, bien chauds avec le Wi-Fi qui marche. Enfin, bon, on était super bien installés dans notre petit Airbnb en plein cœur de Vladivostok. On a pu explorer la ville à pied, aller dîner au resto à pied le soir. C'était c'était assez agréable et finalement, c'est une ville étudiante, c'est une ville assez dynamique, assez jeune. On est en Asie, on le sent bien. On sent l'influence du Japon, on sent l'influence de la Corée. Donc, non, toi, tu sens pas? Moi, j'ai trouvé que ça restait russe quand même, mais Ouais. effectivement, on est très loin de Moscou, Saint-Pétersbourg ou toutes les villes européennes de Russie. Ouais. Après, quand on dit que c'est le bout du bout, attention, hein, c'est le bout du bout, mais c'est pas un bled, comme on dit, c'est pas le bout de la carretera austral, par exemple, en Patagonie. Vladivostok, ça reste une ville importante pour la Russie. C'est du fait de cette situation assez isolée et tournée vers l'Orient, c'est une ville qui draine pas mal d'investissements à l'échelle de la Russie. Donc, il y a de l'industrie, il y a du service, il y a du commerce, il se passe des choses. Ouais. Mais pour autant, on sent que bah, voilà, il y a pas non plus grand-chose autour. Ça fait face à cet océan qu'on sait immense, et particulièrement quand il vous emprisonne n'importe quel navire pour plusieurs mois. Et d'ailleurs, ça me fait penser juste à une autre question sur le transsibérien. C'est quel type de voyageurs, hein? Au-delà des touristes, j'imagine qu'il y en a quand même pas mal, juste des... Ah bah, nous, on était les seuls, hein. Non, Ah ouais? Floriane, il y a pas de touristes en Russie. Enfin, il n'y en avait pas en mois de janvier. Je pense qu'il y en a encore moins. De touristes étrangers, il n'y en a quasiment pas en fait en Russie. Ah On oui, était vraiment. même à bord du transsibérien, quoi. Parce que j'aurais quand même pensé que c'était... Ouais, mais enfin, même j'ai envie de là, dire, c'est attraction touristique, le mot qui me vient, c'est pas exactement ça, mais quand alors même un lieu touristique d'importance, peut-être quoi. plus au printemps et en été, mais en tout cas en Ouais. hiver, on était les seuls. En tout cas, nous, dans le train. On n'a pas croisé du tout de touristes, enfin pendant un mois d'ailleurs, on n'a croisé aucun touriste. D'accord. Euh, Peut-être euh, quelques-uns à Moscou sur la place Rouge. Mais honnêtement, entre le Transsibérien, Vladivostok et le lac Baïkal, les seuls touristes qu'on a croisés étaient des touristes russes ou biélorusses. Donc parce qu'il y a un tourisme à l'intérieur du pays. Ouais, ouais. Non, Euh, mais comme quoi, ma première question sur pourquoi la Russie, que vous n'avez pas vu quand je l'ai posée, mais j'avais des yeux un peu écarquillés, en fait, c'était pertinent comme question. oui, oui. pour Et, être en dehors des sentiers touristiques. et alors, qui sont ces voyageurs alors qui traversent le pays? Vous savez? Alors, il y a peu de gens qui font le trajet complet. Ah oui, ils s'arrêtent, oui, finalement, ils l'utilisent comme un train En fait, de la voie proximité du presque. transsibérien, elle est extrêmement. C'est vraiment. Il y a un trafic énorme, en fait. Et pas seulement là, parce qu'il y avait les chars qui partaient vers l'Ukraine. Il y a énormément de trafic de marchandises, des trafics de voyageurs. Donc, il y a différents trains. Il y a des trains qui font des petits tronçons. Et puis, il y a le train qui fait le Moscou-Vladivostok ou le Moscou-Ulaanbaatar ou Pékin. Mais en fait, il y a tout un tas de trains qui se croisent sur cette voie. Donc, c'est la même chose pour les voyageurs. Il y a des voyageurs qui ont envie de faire le voyage de Moscou à Vladivostok, comme nous. Et là, ça va plutôt être des touristes. Mais auparavant, les gens, il y a quelques années, les gens ne prenaient pas l'avion. Maintenant, il y a l'avion. En fait, il y a énormément de vols en fait, à l'intérieur en Russie. Donc, les gens, quand ils vont de Moscou à Vladivostok, ils prennent quand même plutôt l'avion. Ouais.
Donc, les gens qui font tout le trajet sont plutôt des gens qui ont envie de faire ce voyage. Mais dans le train, on trouve des gens surtout qui montent pour un petit bout. Donc, ils font un jour, 2 jours. Ils vont à Moscou, ils vont dans une ville qui a 1 jour et demi de Moscou. Et puis après, hop, il y en a qui vont un peu plus loin, etc. Ça monte, ça descend tout le temps à chaque gare. Comme le dit Catherine, il y a des gens certainement qui ont envie de faire ce voyage. Il y a aussi énormément de gens qui relient deux villes d'importance certaine, mais qui n'ont pas d'aéroport. Et donc, c'est évidemment plus facile d'utiliser le transsibérien qui relie deux villes. Il y a également peut-être une histoire de coût. L'avion s'est développé, mais ça a quand même un certain coût. Le transsibérien, nous, pour une semaine, ça nous a coûté 150 € par personne. Donc, ça reste relativement économique. Et puis, c'est vrai qu'en Russie, il y a une tradition du train. Une tradition du train de nuit. C'est hyper organisé. En France, les trains de nuit, il n'y en a quasiment plus. Voire plus du tout. Ça repart, là. Il y a des nouvelles lignes qui ont été... Et là, voilà, il y a des lignes qui ont été réouvertes il y a quelques semaines, mois maintenant. Ouais, c'est nouveau, mais c'est super d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais en Russie, voilà, ça s'est pas arrêté. Et puis les gens, il y a la tasse de la compagnie de train, il y a la tradition à l'intérieur du train du samovar, on va prendre son thé, etc. Les gens s'installent, enfin, même s'ils restent 1 jour, 2 jours dans le train, ils s'installent. Il y a des habitudes en fait de vie à l'intérieur du train qui s'instaurent. Ça, c'est vraiment, ça fait partie intégrante du mode de vie à la russe. Ok. Bon, je vois le temps qui passe. Je suis sûre que vous avez encore des milliers de choses à nous raconter, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir discuter de tout. Vous avez donc quitté la Russie début février. Et vous êtes où maintenant? On est en Afrique du Sud. Donc, changement de décor. Vous avez laissé la parka, le bonnet et tout ça. Ouais, forcément, compte tenu du volume que ça occupe, on a bien dû le laisser effectivement pour troquer nos parkas contre nos maillots de bain. Ouais. Bon, du coup, je comprends mieux là. Vous voyez, je ne veux pas dire, mais pourquoi? Ouais. Et donc là, c'est quoi votre plan? Donc, on enregistre, on est le 15 mars, donc ça fait à peu près un mois et demi ou un gros mois que vous êtes en Afrique du Sud. C'est quoi votre plan? Enfin, qu'est-ce que vous faites là? Là, on va faire un tour d'Afrique australe. Donc, depuis l'Afrique du Sud, on va remonter en Namibie, au Botswana, Zimbabwe et Mozambique, a priori. Donc, et là, on a un véhicule. Donc, on est dans un pick-up avec les tentes sur le toit. Et donc, on est en mode camping pendant 4 mois pour sillonner l'Afrique australe et visiter les différents parcs et découvrir toute cette région. Donc, une autre manière, en fait, de se retrouver en famille pour continuer notre découverte du monde dans une région qui est effectivement très différente de la Russie. Saison différente aussi, puisqu'on est passé de l'hiver à l'été. Mais encore une fois, c'est quand même une zone qui ne se retrouve pas souvent sur les itinéraires des tours du mondiste. Parce que bon, les tours du mondiste, ils vont souvent en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, Amérique centrale, ou alors ils font tout le continent américain ou une petite partie d'Océanie. C'est vrai que l'Afrique est quand même assez souvent skippée. Oui, c'est vrai. Nous, on a choisi d'y aller parce que ça nous offrait la liberté et que pour avoir déjà fait 2 breaks chacun, 2 tours du monde, on sait que le luxe se situe peut-être plus sur la liberté, l'absence de programme, et en tout cas ce sentiment de liberté que sur
les régions qu'on peut visiter en elles-mêmes. Et en l'occurrence, en Afrique australe, avec ce véhicule, on a cette liberté totale. On parle d'un programme, mais honnêtement, peut-être que demain, on en changera totalement et qu'on choisira de rester en Afrique du Sud. On a cette liberté et on compte l'utiliser au maximum. C'est pas souvent dans la vie qu'on peut aller vraiment où on veut, quand on veut. Mais nous, on s'offre ce luxe-là. Et c'est une bonne région, je pense, pour le faire, parce qu'en fait, c'est assez facile. Ouais, bah écoutez, je pense que ça fera peut-être l'occasion d'un prochain podcast. Je vous propose qu'on se quitte là sur ces mots, sur ce sentiment de liberté qui, bon, personnellement, me parle beaucoup. Je sais que ça parle beaucoup à pas mal d'auditeurs, à pas mal de familles voyageuses. C'est aussi pour ça qu'on voyage. C'est pour casser un peu le rythme quotidien, toutes les obligations que la vie nous impose quand on est sédentaire et des petites bouffées, soit carrément sur du long terme de nomadisme ou même juste en période de vacances finalement. C'est vraiment, je pense, ça qu'on recherche tous, quoi. Donc, Et d'ailleurs, tu vois, on a ce temps devant nous, mais après l'Afrique, on ne sait toujours pas où on va aller. Ouais. Donc, la page est encore blanche et on va voir dans les semaines qui viennent, finalement, avec ce qu'on a vu, quelles sont nos envies. Et on verra dans quelle région du monde on a envie de continuer notre voyage et où est-ce qu'on pourra continuer notre voyage. Parce que ça, c'est aussi une question qui se pose au fil de l'eau. Oui, absolument. Terme, voilà, initialement, nous voulions faire la traversée de l'Afrique du nord au sud, et puis finalement, voilà, on change nos plans. Mais ça, je pense que c'est le sujet de beaucoup, beaucoup de voyageurs en ce moment. Oui, exactement. En tout cas, on vous suivra avec plaisir. Et puis, si on a l'occasion, vous pourrez revenir, si ça vous dit, sur le podcast pour nous raconter vos aventures. C'était vraiment un plaisir de vous écouter. Là, moi, je suis partie. J'étais contente d'avoir mes 2 pulls sur moi et pour affronter le grand froid de la Russie et de la Sibérie. Merci beaucoup à tous les deux pour Merci à toi. d'avoir pris le temps de témoigner. Merci Floriane. Ouais. Encore un très grand merci à Catherine et Grégory d'avoir trouvé un petit peu de temps pour partager leur début de voyage au long cours. J'espère que comme moi, ils vous ont donné hâte de découvrir la suite. J'espère aussi qu'ils vous ont donné envie de découvrir des contrées enneigées et où les températures sont négatives. Mais une fois qu'on est bien équipé, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas en profiter. Et c'est vrai que les paysages blancs sont toujours assez fascinants et magnifiques. En tout cas, moi j'étais presque prête à chausser une combinaison de ski et partir à l'aventure. Moi qui suis plutôt frileuse et plutôt adepte des destinations ensoleillées. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à déposer un petit commentaire et 5 étoiles dans votre appli d'écoute de podcast. Merci à tous et à très bientôt.